comment sauver nos centres-villes. Commerces fermés, habitants qui en ont ras-le-bol de payer leur stationnement trop cher quand ils ne sont pas chassés par les touristes. Ce sera et c'est un des grands enjeux des élections municipales. La place de la voiture notamment est au cœur de la campagne. À Lyon comme à Grenoble, deux villes dirigées par les écologistes, on assume une politique verte qui cible la voiture. Mais entre les places qu'on supprime et le prix du stationnement qui flambe, eh bien les habitants et des commerçants n'en peuvent plus. Denis Sébastien, Thierry Germain. Grenoble et Lyon, deux villes gérées par les écologistes, avec en ligne de mire la place de la voiture dans l'espace public. Parmi les moyens d'action, le prix du stationnement. J'évite de venir avec la voiture, c'est exceptionnel, sinon je viens en tram parce que sinon le parking est trop cher, quoi. La dernière fois où je suis allée au musée avec mon enfant pendant les vacances scolaires, j'ai eu pour plus cher de stationnement que de prix de musée. Venir en voiture, c'est une aventure. Marie Barbarou habite à l'extérieur de Grenoble. Elle se rend tous les jours dans la ville pour des rendez-vous de travail. Tout est payant dans Grenoble. À l'extérieur également, on a peu de possibilités de parking relais. Formatrice indépendante, elle estime dépenser environ 10 € de stationnement à chaque visite en ville. On n'a pas de choix que de venir se garer là à des tarifs qui sont quand même très élevés. À Grenoble, 3 zones, 3 couleurs. La zone centre en violet est la plus chère. Il faut débourser 3 € pour la première heure de stationnement. Des places plus onéreuses et plus rares. Dans cette rue devenue piétonne, il n'y en a plus aucune. Alors, un croissant aux amandes. Ce boulanger constate une baisse de fréquentation. Il l'attribue en partie au coût du stationnement. Vous mettez un stationnement qui est un des plus chers de France, forcément ça crée des problèmes. Faire ses courses au centre-ville, maintenant si c'est pour les payer plus cher que sur des centres commerciaux où il y a des parkings gratuits, où il y a des zones, c'est compliqué. Une politique assumée en tout cas par la municipalité. Dès qu'elle le peut, comme dans cette rue, elle supprime du stationnement pour introduire de la végétation par exemple. Le but affiché, rééquilibrer la place de la voiture au profit des transports en commun, des vélos et de la marche, en mettant la pression sur le porte-monnaie des automobilistes. En définissant des tarifications adaptées, en fait, on influe sur le comportement des gens. On va plutôt préférer de prendre le tram, le bus ou le vélo plutôt que la voiture. Même ambition à 100 km de là, à Lyon. Ici aussi, le stationnement peut coûter très cher, surtout si la voiture est lourde et encombrante. C'est avec mon numéro d'immatriculation qu'ils peuvent voir. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Ici, pas de différence de tarif par zone, mais par type de voiture. Parce que la ville estime que les véhicules les plus lourds, type SUV, sont aussi les plus polluants. Bon, appelle ça SUV, bon, moi je suis désolé, il y a plus gros que moi, mais enfin bon. 3 catégories, 3 prix. Pour les petites citadines ou voitures électriques, la première heure coûte 1 €, 2 € pour les voitures de taille intermédiaire et 3,50 € pour les autres. Yvan Ferrer est un jeune couvreur zingueur. Il intervient essentiellement en ville. Quand il doit payer le stationnement, sa camionnette est dans la catégorie la plus taxée. C'est d'autant plus compliqué parce que nous, on est constamment en ville, constamment dans des lieux urbains comme ça où il faut tout le temps payer. Son patron prend en charge le stationnement, mais en cas d'oubli ou de dépassement, le jeune homme doit payer les amendes de sa poche. Ce mois-ci, j'en ai pris 4. 2 sur Lyon, 2 sur Grenoble. Mes collègues, pareil. Encore ce matin, mon collègue qui est venu ici me donner un coup de main, il s'est pris une amende. Les amendes, désormais appelées forfait post-stationnement, peuvent être très élevées. 35 € à Grenoble, 35, 55 ou 80 € à Lyon en fonction du poids du véhicule. À Lyon, ce sont des voitures équipées de caméras comme celle-ci qui verbalisent. Elles circulent dans la ville et scannent les plaques d'immatriculation pour vérifier le paiement. Certains les surnomment les sulfateuses APV. Cet automobiliste qui a préféré rester anonyme possède une voiture de taille intermédiaire et se fait régulièrement verbaliser. 55 € l'amende. Il nous enlève des places de parking et il nous met de grosses amendes. Alors il a recours à une pratique interdite, masquer en partie sa plaque pour tromper la voiture radar. Cacher un chiffre, une lettre, que la voiture radar ne peut pas lire la plaque totalement. Je pense que ça peut induire en erreur l'ordinateur. Risque encouru,
une contravention de 135 € et l'immobilisation du véhicule. Comme à Grenoble, les élus écologistes lyonnais mettent en avant une nécessité, selon eux, mieux partager l'espace public. Effet le plus visible, la multiplication des pistes cyclables. Il y a plein de travaux qui ont été faits pour les vélos. Donc ça c'est top. Après ça dépend pour qui. Mais... En tout cas, moi la réduction de la voiture en ville, je suis à 100% pour. J'ai une voiture aussi, mais je préfère prendre le vélo pour les transports quotidiens, on va dire. Conséquence ou pas des tarifs pratiqués sur le stationnement dans les deux villes, les habitants qui vont travailler à vélo sont de plus en plus nombreux. Ils sont aujourd'hui 25% à Grenoble, 15% à Lyon. Lyon et Grenoble, mais aussi Paris, sont des villes qui ont mis en place les fameuses zones à faible émission, les ZFE, qui pourraient être supprimées par les députés. Le texte sensible devait être voté aujourd'hui, mais il a été reporté. Pourquoi ce report à 1 mois et demi des municipales? Enquête signée Alexandre Pérou, Jeanne Assouli et Alexandre Dupont. ZFE, 3 lettres pour une discorde nationale. Depuis 2021, ces zones à faibles émissions sont censées exclure des grandes villes les véhicules les plus polluants. De quoi créer un débat entre les automobilistes. Je paye une assurance, je paye un véhicule, pour me laisser rouler comme je veux. On n'a pas tous les moyens de changer de véhicule. Et les autres. Tout le monde est d'accord sur le fait de moins polluer, non? D'après vous, c'est une question de bon sens. Les députés ont donc tranché le débat en supprimant les ZFE dans la loi de simplification de la vie économique sous l'impulsion de la droite et de l'extrême droite. Le vote final devait avoir lieu aujourd'hui, mais le gouvernement a finalement décidé in extremis de le repousser, de quoi mettre en colère LR et le RN. Est-ce que le Parlement vous dérange? C'est une forfaiture démocratique, une dérive illibérale de ce macronisme autoritariste. Officiellement pour le gouvernement, il n'y avait pas d'autre choix. Le texte n'était pas satisfaisant. Monsieur le député Meurin, il faut se laisser le temps du compromis pour pouvoir retravailler avec l'ensemble des forces parlementaires. Mais derrière ce coup d'arrêt, il y a surtout des tensions au sein même du camp présidentiel. Car ce sont les macronistes qui ont généralisé les ZFE. Certains menaçaient donc de ne pas voter le texte, comme cette députée et ancienne ministre. C'est une prise d'otage d'un texte dont l'objectif était de simplifier la vie des entrepreneurs et risque de marquer de dangereuses reculades sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la simplification de la vie des entreprises. Sans leur voix, c'est tout le projet de loi du gouvernement qui aurait été rejeté. Un camouflet que Sébastien Lecornu aurait voulu éviter. Le gouvernement ne peut pas risquer de se prendre une tôle avant les municipales, assure un député Horizon. Le texte pourrait faire son retour à l'Assemblée après les élections. Le temps pour le Premier ministre d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Nous avons aussi enquêté dans ce grand format et comparé 2 villes d'une même région, Narbonne et Alès. Pourquoi l'une est parvenue à maintenir son cœur de ville dynamique et vivant et pourquoi la seconde est plus à la peine? Valentin Châtelier, Sylvain Dobat, Christelle Chabot. C'est un rituel indispensable pour ce groupe d'amis. Là, tu as une belle boutique aussi, là, étiquette. Se promener en centre-ville de Narbonne. Le marron, tu sais. Et surtout, regarder les vitrines. Ah oui, c'est des mini-pop. T'as Batman, t'as Superman, t'as Spider-Man. Des passionnés de shopping. Ils sont très mignons, tiens, vas-y. Et de vêtements. Bonjour. Qui préfèrent venir en magasin plutôt que d'acheter sur Internet. Pour faire marcher les commerces, pour pouvoir essayer aussi, pour pouvoir se rendre compte des nouvelles collections, des nouvelles tendances. Et puis parce qu'il y a toujours plus de choix, là, il y a plein de marques différentes qui sont sympas. Cette retraitée dépense 400 € par mois dans les commerces du cœur de ville. Et pour elle, pas question d'aller ailleurs. Dans le centre-ville, on flâne, on prend son temps. Narbonne, 56 000 habitants, affiche fièrement l'un des taux de commerce vacants les plus faibles de la région, seulement 10%. Un centre-ville dynamique, porté par ses halles et son patrimoine. Messieurs, dames, le café, s'il vous plaît. Ce restaurateur tenait jusqu'à l'an dernier un établissement en périphérie de la ville. Il a tout quitté pour s'installer ici. Narbonne fait beaucoup d'animations pour développer le commerce et on a profité de ce dynamisme-là. Un investissement de 200 000 € pour le propriétaire et la clientèle est au rendez-vous. Ça va très bien, on est largement au-dessus du prévisionnel et on a encore même marge de progression possible, donc c'est très intéressant. Ce qui fait la force de Narbonne, c'est son accessibilité. 2 navettes rejoignent le centre-ville depuis la périphérie. Un moyen de transport gratuit mis en place par l'agglomération et utilisé notamment par les habitants pour aller faire du shopping.
C'est très agréable, je suis à l'abri du froid et je me retrouve au centre-ville très facilement comme ça. C'est plus pratique avec ça que laisser sa voiture chercher une place de parking. La mairie construit de nouvelles places de parking, 25 sur ce chantier en plein cœur de ville. Et cette piste cyclable reliant la gare au centre historique vient d'être inaugurée. C'est fait pour les usagers du quotidien, les habitants de Narbonne, mais c'est également fait pour les touristes. On multiplie les possibilités de rendre attractive notre ville. Mais l'un des défis dans le cœur de ville reste le pont des Marchands. Côté pile, la carte postale de Narbonne, mais côté face, une rue où les commerces sont fermés car le pont menace de s'effondrer. Les immeubles sont en train d'être rachetés, des travaux lancés pour ouvrir ces locaux commerciaux dans quelques années. C'est le cœur battant de notre cœur de ville. Il est indispensable non seulement de le sauvegarder, mais de le redynamiser pour les années à venir. Dans le département du Gard, Alès, 46 000 habitants. Ici, pour ce premier samedi des soldes, les rues sont bien clairsemées. Peu de monde et surtout énormément de rideaux baissés. La ville compte 15% de locaux vacants. Qu'est-ce que vous pensez du centre-ville d'Alès? Il est mort. Comment ça? Il n'y a plus de magasins. J'ai connu Alès où où tous les commerces étaient complets. Là maintenant, si on passe derrière vous, c'est tout vide. Il n'y a plus de boutiques. Toutes les boutiques ferment les unes après les autres. Ici, la morosité gagne aussi les commerçants. Dans la boutique de Laurent Jacques, les clients ne se pressent plus. Les vendeurs ou moi-même qui travaillons en boutique, c'est très très long. Donc on a beau ranger, mettre en avant nos produits, etc. En fin de journée, on n'est pas fiers de nous. Alors ce magasin, il compte le fermer et le rouvrir dans une autre ville. Ça va faire 15 ans que je suis installé. Voilà, ça me fait mal au cœur, sachant que j'avais vraiment des projets avec moi et mes équipes. Lui, comme cette autre commerçante de la rue, déplore un stationnement trop cher et une ville où il ne fait pas bon s'y promener. Vous la trouvez animée, la ville? Vous la trouvez attrayante? Non. Je ne peux que constater le déclin de ma ville. C'est désolant. L'un des problèmes du centre d'Alès, ce sont les grandes zones commerciales en périphérie. Il y en a plusieurs, réparties tout autour de la ville, avec un stationnement gratuit. Alors certains clients ne viennent plus qu'ici. C'est plus pratique pour se garer. Comment ça? En ville, c'est compliqué. C'est là où se trouvent les plus grosses enseignes maintenant. En centre-ville, ça s'est perdu. Donc de Bargas, c'est celui-là. Depuis 5 ans, une équipe de managers de centre-ville mise en place par la mairie Bonjour. rencontre régulièrement les commerçants. Bon, et en termes d'activité, toi, ça va? Ça va. Leur rôle, proposer des animations pour attirer les clients et surtout éviter que les commerces ne restent vacants trop longtemps. Le propriétaire de ce local, un bailleur social, attendait un locataire depuis 3 ans. Une boutique éphémère devrait enfin ouvrir en mai pour quelques semaines. C'est un soulagement. Moi, en tant que propriétaire d'un local, j'attends d'avoir un commerce. Donc je me dis, il faut que je puisse mettre en place et trouver de l'activité commerciale. La ville a rénové ses halles l'année dernière. C'est l'une des fiertés du maire. Près de 300 000 personnes par an, c'est colossal et ça dope le cœur de ville. Selon l'élu, cela bénéficiera aussi aux commerces alentours, qui pourraient gagner des clients supplémentaires. Mais le combat n'est pas terminé. Comme je dis souvent aux habitants du territoire, qui veulent que ce cœur de ville reste dynamique, tout comme moi, je leur dis, c'est en consommant qu'on sauve les cœurs de ville. On ne sauvera pas par des yaka faucons, on ne sauvera pas par des mesures. Un parking accessible, quasi gratuit, et puis des équipements de qualité comme ces halles qui sont extraordinaires. C'est les gens qui me le disent tous les jours. En France, 2 personnes sur 3 souhaitent que la revitalisation des centres-villes soit un sujet prioritaire pour les prochaines élections municipales. Et parlons maintenant de ces centres-villes qui sont devenus des villes-musées et qui attirent chaque année des millions de touristes. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants, mais pas toujours pour les habitants. Exemple et preuve à l'appui à Saint-Malo. Reportage Thomas Paga et Nicolas Dalaudier. C'est la ville la plus touristique de Bretagne, entourée par la mer et les remparts de la cité corsaire. Chaque été, la vieille ville de Saint-Malo est noire de monde, visitée par 3 millions de touristes qui font la queue devant les crêperies et les commerces de souvenirs. C'est ici qu'a choisi de vivre Pascal Poulain. Après 32 déménagements, cela fait 8 ans que ce directeur d'entreprise dans la chaussure a posé ses valises pour profiter de la vue. Quand on entend la mer tous les jours, quand on se promène dans ces rochers, sur ces pierres, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il n'y a pas un moment où moi je ne suis pas émerveillé. Mais une fois les touristes partis, ces pas résonnent dans les rues vides. La population du centre historique a été divisée par 5 en 40 ans,
Un tiers des logements sont des résidences secondaires, sans compter les locations courte durée. Notre immeuble, c'est 42 appartements, 2 Airbnb, une douzaine à l'année et le reste des résidences secondaires qui ne sont pas beaucoup occupées. Tous ces appartements vides, encore des volets fermés derrière vous, je trouve ça triste. Un désert de pierre l'hiver et la semaine, la cohue l'été et le week-end. Alors les habitants s'adaptent. Nous, on s'en va dans ces périodes-là. Donc, Ah, c'est ça que vous faites pendant que les on touristes arrive sont là. à fuir un peu, pas tout le temps, mais dès qu'on peut, on fuit, quoi. Intramuros, il reste cette école primaire où la fille de Pascal Poulain est scolarisée. Il y a aussi un marché ouvert 2 jours par semaine. Le dernier boucher a fermé pour être remplacé par une boutique de souvenirs gourmands. Mais la poissonnerie est ouverte, des commerces qui font vivre le quartier toute l'année. C'est un grand village, l'Intramuros. Voilà. Et c'est aussi une ville de passage, très visitée, une ville musée aussi, les deux. La poissonnière, quant à elle, réfute ce qualificatif. On est extrêmement attaché à notre quartier, enfin, c'est même intrinsèque, et on ne le considère pas du tout comme un musée. On a l'avantage de tous se connaître. Moi, je connais tous les gens qui sont là par leur nom, par leur prénom. Je sais combien ils ont d'enfants, je prends des nouvelles de la famille. Et en même temps, on a ce côté extrêmement enrichissant d'avoir du monde qui vient l'été, qui vient du monde entier. Le libraire, lui, s'est habitué à alterner entre les périodes d'affluence et, comme aujourd'hui, le calme plat. C'est vraiment calme en semaine, du lundi au vendredi. Et puis le samedi, dimanche, beaucoup plus actif. Vous faites le même volume d'affaires le week-end que tous les jours de la semaine La semaine dernière, c'était le cas. En ce moment, c'est ça. Mais il n'habite plus la vieille ville. Son épouse et lui vivaient mal d'être enfermés dans les remparts. Petit souci d'accessibilité, de stationnement, de trimballer les enfants et les affaires. Et puis un petit peu de verdure, un petit peu d'horizon un peu large. Les remparts, c'est très sympa, mais ça bloque la vue. Pour que le quartier ne soit pas réservé aux touristes, le maire y a installé ce cabinet médical et transformé en logement plusieurs bâtiments publics. Les locations de courte durée sont soumises à autorisation et limitées à 12,5% du parc de logements. Mais cela s'est-il traduit par plus d'habitants permanents ? Je ne sais pas vous dire combien de logements ont été remis en location ou en vente pour de l'habitat permanent. Je pense qu'on a mis un terme, un stop à l'inflation de logements qui se transformaient petit à petit en location de courte durée. C'est un jeu d'équilibriste, maintenir une ville vivable sans porter préjudice au tourisme. Aujourd'hui, le secteur fait vivre 2600 personnes à l'année, soit 10% de l'emploi total de la ville.